À la présidence, au Parlement, dans les ministères, dans les provinces et dans les entreprises, 84 entités ont été contrôlées en 2021 par l'IGF. Pour quel bilan ? Édition spéciale ce vendredi 21 janvier 19h30 avec le chef de service Jules Alingueté. Qui ont été les bons et mauvais gestionnaires en 2021 ? Quelles seront les entités sous surveillance en 2022 ? Édition spéciale ce soir après le journal de 19h, rediffusion vendredi minuit, samedi après le journal de 13h. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être présents à cette édition spéciale. Très spéciale. Arrivés aux fonctions le 30 juin 2020, nos invités sont inspecteurs généraux des finances depuis 32 ans. Le chef de service Jules Alingueté Kay a souvent défrayé la chronique par les propos, mais aussi et surtout par des actions peu tendres pour les politiques, pour les gestionnaires, pour les trop souvent indélicats. On n'avait pas vu cela depuis des années. Combien ont-ils pu récupérer ? Combien ou comment doit-on juger ceux qui ont notre destinée entre leurs mains ? Qui sont les bons et mauvais gestionnaires ? J'espère qu'on le saura ce soir. Peut-on identifier les fraudeurs, les assigner en justice et ne jamais récupérer les deniers détournés ? Cette question, nous la posons en direct ici, au siège de l'IGF. Nous sommes sur l'avenue des Forces Armées dans la commune de Gombe. Nous faisons cette édition spéciale avec Thierry Kambundi. Bonsoir. Bonsoir, Christian Moussapane. Et nos deux invités, le chef de service IGF et son adjoint, messieurs Jules Alingueté et Victor Batoubenga. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, on va vite planter le décor. Vous êtes arrivé ici un peu plus d'un an. Vous avez fait une année complète en 2021. Une année pendant laquelle on a beaucoup parlé de vous. 84 entités contrôlées. Présidence de la République, Parlement, on parle de l'Assemblée nationale et du Sénat. Banque centrale du Congo, ministère et entreprises publiques. Alors, première question, qu'avez-vous appris de cette année de contrôle ? Bon, je préfère laisser le volet de cette question à l'inspecteur général, chef de service adjoint, pour qu'il déroule l'ensemble des missions, d'actions que l'inspection générale des finances a menées en 2021. On a surtout envie de savoir ce que vous avez appris de cette année de contrôle. Monsieur Batoubenga. Je me dois d'abord d'exprimer mes remerciements pour l'invitation que vous nous avez faite. Vous nous avez donné l'opportunité de nous adresser à vos auditeurs. Je saisis bien la portée de votre question. À votre question, je vais répondre sous deux angles. Ce que nous avons appris et ce que nous avons fait. Ce que nous avons appris, lorsque nous avons commencé l'émission, nous avons commencé à publier les conclusions. Il nous a été reproché finalement, l'inspection générale des finances ne fait que constater ce qui a été détourné, ce qui a été volé. Qu'est-ce que, en fait, l'État a retiré de tout ça ? Est-ce que l'État a récupéré le fonds ainsi détourné ? Ça a créé un tic dans notre tête et avec l'autorisation du chef de l'État, nous nous sommes dit, ne vaut-il pas mieux prévenir que guérir ? Aussi, avons-nous mis en place ce que nous appelons la patrouille financière. Ça veut dire qu'il est mieux de prévenir, empêcher que les détournements se font, plutôt que venir constater les détournements qui ont été faits. Le deuxième élément que nous avons tiré, la deuxième leçon, c'est que quand même, en ce qui concerne les recettes publiques de l'État, elles étaient plombées de manière significative. En avril 2020, il y a eu une grande contre-performance, parce qu'en général, avril, c'est le mois au cours duquel il y a beaucoup de recettes. Avril 2021 plutôt, c'est le mois au cours duquel beaucoup de recettes sont réalisées. Finalement, le chef de l'État avait demandé, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu contre-performance au mois d'avril ? Et mission avait été confiée à l'inspection générale des finances de trouver explication. C'est ainsi que nous avons eu à nous pencher sur cette question-là. Et la grande conclusion à laquelle nous étions arrivés, c'est que les exonérations et les compensations plombaient de manière significative les recettes publiques. De 2017 jusqu'à août 2020, le total des exonérations se chiffrait à 5,7 milliards. Ça veut dire... Plus que le budget annuel. Non, là, c'était sur 3 ans. Là, c'est sur 3 ans. Plus qu'un budget annuel. Plus qu'un budget annuel. Ça veut dire qu'en moyenne, on avait 1,5 milliard
qui n'étaient pas encaissés au titre d'exonération. C'est ainsi que l'inspection générale des finances avait proposé au gouvernement de d'abord rationaliser les exonérations. À cette occasion-là, nous avons eu à constater aussi qu'il y avait des personnes qui avaient des créances sur l'État, et le ministre des Finances à l'époque avait autorisé à ces personnes-là de les compenser par ce qu'elles devaient payer à l'État. C'est ainsi que vous verrez que dans la loi de finances 2021, le gouvernement avait insisté sur l'interdiction des compensations et ensuite la rationalisation des exonérations. C'est autant dire en fait que ces deux actions-là ont eu un impact direct sur les recettes. Ça veut dire que tous ceux qui étaient exonérés, tous ceux qui bénéficiaient d'exonération, comme ils ont besoin de continuer leur activité, ils doivent payer. Donc, l'impact de l'inspection générale des finances sur l'accroissement des recettes au cours de l'exercice 2021 est indubitable. Est-ce que avoir coupé les exonérations a augmenté les recettes? Je m'explique. Est-ce que ces exonérations-là n'étaient pas un moteur de développement? Parce que c'est souvent le cas, on exonère certaines entreprises qui s'installent pour qu'elles s'installent. Cette exonération, ce n'est pas toujours du négatif. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'une exonération? Une exonération, c'est de l'argent remis par l'État à cet opérateur. Il faut que les gens comprennent qu'une exonération, c'est l'État qui dit « je vous donne cet argent pour que vous puissiez développer votre activité économique ». Et ces exonérations ont un cadre légal. Nous avons constaté qu'il y avait des exonérations par lettre. Nous avons constaté qu'il y avait beaucoup d'exonérations qui ne répondaient pas aux conditions légales. Parce que la Constitution dit qu'il n'y a pas d'exemption sans loi. Il y a eu beaucoup d'exonérations qui ne répondaient pas à cette condition-là. Quel que soit ce que vous en avez fait, les juristes disent la fraude corrompt tout. Quel que soit ce que vous en avez, à partir du moment où vous bénéficiez d'une exonération irrégulière, elle est irrégulière. Vous ne deviez pas en bénéficier. Thierry Kambondi. Monsieur Batoubenga, quelles sont ces personnes physiques et morales qui ont fait perdre à l'État tant d'argent, 5 milliards de dollars, vous avez dit entre 2017 et août 2020, en termes d'exonération? Vous comprenez que là, je puisse me réserver des personnes. C'est vrai que nous avons pris l'option de publier les conclusions des résultats. Cela... beaucoup de gens ont toujours dit qu'il y a la présomption d'innocence, nous violons la législation, mais nous, sur pied de la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, qui date de 2005 et que la République démocratique du Congo a ratifié en juin 2014, il est dit là-dedans, il est fait obligation aux pays, aux États partis, dont la République démocratique du Congo, il leur est fait obligation de publier des informations sur la corruption, à deux conditions. La première condition, c'est le respect de la dignité. Donc, nous ne pouvons pas publier les noms. Deuxièmement, dans le respect de l'ordre public. Et cela est d'autant plus important qu'il faut inciter la population à venir dénoncer tous les frais infractionnels qui pourraient être constatés. Les gestionnaires qui se méconduisent, vous publiez leurs noms, des tentatives de corruption, vous les révélez régulièrement, mais pourquoi ne pas publier des noms des personnes et des entreprises qui bénéficient de ces exonérations? Je vous ramène à toutes les communications officielles de l'Inspection générale des finances en ce qui concerne les conclusions de nos missions. Vous ne verrez pas quelque part le nom d'une personne. Bon, qu'est-ce qu'on en a fait alors? Qu'est-ce qu'on a fait de ces personnes physiques et morales qui ont fait perdre à l'État 5 milliards de dollars entre 2017 et août 2020? Ça dit qu'il y a deux actions qui peuvent être entreprises. Il faut maintenant que l'on puisse poursuivre ces personnes-là afin qu'elles puissent restituer ce qu'elles avaient indûment perçu. Bon, faut-il se lancer là-dedans, se disperser dans le passé au lieu de nous concentrer? Parce que cette année, nous avons 10 milliards les recettes attendues du budget général, c'est 10 milliards de dollars. Allons-nous nous disperser en train de chercher à recouvrer ce qui était parce que la procédure elle est longue, ou nous concentrer sur la mobilisation des 10 milliards d'euros? Nous disons en tout cas... Bukangalonzo, ce n'est pas un dossier de 2021 que je sache. C'est aussi un vieux dossier et vous avez vous avez suivi plusieurs anciens dossiers aussi. Pourquoi nous nous sommes intéressés au Buka? Parce que vous posez une bonne question. Souvenez-vous que le Premier ministre de l'époque, Ilunga Ilunkamba, il était allé inaugurer, je crois, des travaux de cantonnage manuel. Au retour,
sur Kinshasa. En rentrant sur Kinshasa, il est passé par Bukangalozo. Et les gens ont filmé. À la télévision nationale, on a projeté l'état de Bukangalozo. Tout le monde a crié, c'était un scandale. Et en juin, souvenez-vous qu'au cours du discours du chef de l'État du 30 juin 2020, à cette occasion-là, le chef de l'État parlant des projets qui ont englouti inutilement les fonds de l'État, il avait parlé de Bukangalozo. Donc, lorsque l'inspection générale des finances agit, elle peut agir selon le programme d'action ou sur réquisition. Donc, là, il y a eu tellement... On oublie ce qui s'est passé, on oublie ceux qui ont bénéficié de ces exonérations. Non, on n'a pas oublié. Non, on n'a pas... Qu'est-ce qu'on en fait? Je ne dis pas... Qu'est-ce qu'on en fait? Oui, parce que le président et le Premier ministre n'en ont pas parlé, on oublie, on avance. Je ne dis pas qu'on a oublié. Il faut qu'on arrive à établir des PV, à faire des redressements nécessaires. Et je pense qu'avec le temps, nous finirons par le faire. On ne peut pas oublier. Avec le temps, va tout s'en va, disait l'artiste. Monsieur Alinguete, je vous donne la parole. Mais ma question, c'était qu'avons-nous appris de cette année de contrôle? Vous avez parlé, Monsieur Batou Benga, de DGI ou de DGDA. Et vous avez parlé de ces contrôles a priori. Moi, je vous ai parlé de 84 entités contrôlées, Présidence de la République, Parlement, Assemblée nationale et Sénat, BCC, Ministère et Entreprises publiques, dont DGI et DGDA. En règle générale, peut-être que c'était plus concentré là-dessus, mais ces contrôles a priori, parlons-en. Ouais. Qu'est-ce qui, de ces contrôles, vous a permis de tirer comme conclusion des éventuelles erreurs de gestion, je ne parle que d'erreurs, commises depuis en République démocratique du Congo? Lorsque nous allons en encadrement, d'abord, le travail ne se fait pas verbalement. C'est-à-dire que on n'est pas entre copains. On est en train de voir comment le service fonctionne. Dans le cadre du fonctionnement, chaque fois que les inspecteurs constatent une irrégularité, une déviation quelconque, ils établissent une feuille d'observation. Ils communiquent aux services concernés les observations qui ont été relevées, au service d'y répondre et d'apporter les améliorations nécessaires. C'est comme ça qu'on opère dans le cadre du contrôle concomitant. Et les principales erreurs de gestion, c'est quoi? Du détournement, du vol, de la corruption? C'est quoi les principales erreurs de gestion? Puisque aujourd'hui, vous êtes pas à la gestion, monsieur Alinguete nous a dit, et nous avons d'ailleurs eu à interroger de vos collègues inspecteurs généraux des finances en Belgique, vos contrôles, a priori, vous font quelque part, non pas participer à la gestion, mais souvent à des prises de décision quant au décaissement d'argent. En termes d'erreurs de gestion, quel est le profil du gestionnaire, détourneur, corrupteur, bienfaisant, malfaisant? D'abord, une précision qui doit être apportée en ce qui concerne le contrôle concomitant. Enlevons le contrôle concomitant de l'inspection générale des finances. Voyons les choses telles qu'elles fonctionnent sans l'inspection générale des finances. Dans toute organisation, il y a ce qu'on appelle le contrôle interne. C'est-à-dire qu'on met en place des mécanismes tels que les incompatibilités soient exclues pour que le patrimoine soit préservé. Concrètement, lorsque une dépense doit être effectuée dans une entreprise, il y a des chèques qui doivent être établis. Avant qu'on établisse ce chèque-là, on s'assure qu'est-ce qu'on veut payer. Est-ce qu'on paye une marchandise? Est-ce qu'elle a été livrée? Un contrôle est fait. Lorsque vous allez au niveau des finances, on s'assure. Est-ce que il y a des fonds en banque, sinon on risque de mettre un chèque unique, un chèque sans provision. Lorsque on arrive au niveau des finances, est-ce que c'est effectivement un des fournisseurs de l'entreprise? Donc il y a des contrôles qui sont faits au niveau de l'entreprise sans même que l'inspection générale des finances ne puisse intervenir. Donc dans la prise de décision, le contrôle est tout à fait normal. Donc, lorsque l'inspection générale des finances vient, elle ne fait que renforcer le contrôle qui est mis en place. Oui, mais elle change tout, l'inspection générale des finances, puisqu'on parle beaucoup d'elle, puisqu'on parle de grands résultats, de grands changements, du fait de l'inspection générale des finances, du fait du contrôle a priori, du fait du contrôle concomitant, comme vous le dites. Je reviens à ma question. La première, vous ne l'avez pas répondu. De manière concrète. J'espère, oui. Quelles sont les principales erreurs de gestion? De manière concrète. On détourne, ceux qu'on nomme ne savent pas gérer, ceux qu'on nomme sont des voleurs, ceux qu'on nomme sont des détourneurs, ou ils sont très bons gestionnaires? De manière concrète, l'appel d'offres est le mode par excellence de passation des marchés. C'est-à-dire qu'il faut mettre en concurrence le plus de personnes possible
En tout cas, pour qu'il y ait une égalité des chances. Il y a des exceptions qui sont prévues. Donc, la première chose, une des choses que nous faisons, est-ce que les règles de passation de marché ont été respectées? Là, je vous dis franchement, le SACOENO, en général, non. Lorsque nous constatons cette irrégularité-là, nous disons, cette dépense-là, elle ne peut pas être... Oui, mais il y a une direction sur la passation des marchés qui existe. Vous venez en doublon? En doublon. Lorsque vous passez une commande de gré à gré, vous ne passez pas par la Direction générale de contrôle des marchés publics, vous violez la loi sur la passation des marchés publics. Si la Direction générale de contrôle des marchés publics arrive à établir des avis de non-objection, nous avons la possibilité de vérifier si ces avis de non-objection ont répondu aux critères qui doivent être respectés pour qu'ils soient délivrés. Donc la principale erreur de gestion, avant qu'on passe la parole à M. Julien Lingueté, c'est ces marchés... Les marchés, en général, la règle de passation des marchés, en tout cas, elles sont violées. Deuxièmement, il y a une tendance à confondre les documents de sortie des fonds avec les pièces justificatives. Lorsque je sors des fonds, $500, par exemple, aller acheter du papier, en ordonnance, il y a des documents d'ordonnancement pour que vous alliez acheter du papier. On a tendance à considérer les documents de sortie des fonds comme des pièces justificatives. Ça, ce n'est pas une pièce justificative. Il faut que celui qui est allé acheter le papier revienne avec une facture. La pièce justificative, c'est la facture. Donc, nous avons un grand problème de justification des dépenses. Dans les entreprises, vous avez le système qu'on appelle des provisions. C'est-à-dire qu'on met des fonds à la disposition de certaines personnes, vous effectuez de la dépense pour que vous veniez apporter des pièces justificatives. En général, ces provisions-là ne sont pas justifiées. Vous avez eu le problème, et nous avons constaté un problème avec les émoluments des mandataires passifs. Nous avons constaté que dans les entreprises publiques, dans les entreprises et établissements publics, les mandataires passifs bénéficier des émoluments, ce qui est illégal. Ils ont saisi le Conseil constitutionnel qui finalement nous a donné raison. Les mandataires passifs n'ont droit qu'à des jetons de présence. Ça, ce sont des économies qui ont été réalisées. Monsieur Julien Lingueté, je vous ai vu, vous avez voulu réagir. On vous écoute. Quelles sont vos erreurs de gestion? Quelles sont les voilà? Non, je voulais donner un certain nombre d'éléments en complément à ce que l'inspecteur général, chef de service adjoint a dit. Notre constat au niveau de la gestion des établissements et entreprises publiques. De mon point de vue, je voudrais relever deux faits. Premièrement, une grande prédation mise en place et organisée par les gestionnaires, les PCA, les DG, les DGA et les administrateurs, qui consistait au fait à se faire octroyer des avantages indus, injustifiés et illégaux. Et ça a créé de sérieux problèmes. Et c'est là que nos entreprises publiques ont beaucoup souffert. Et là, l'inspection générale des finances est intervenue pour mettre de l'ordre. Ça nous a valu beaucoup de problèmes avec ces gestionnaires, mais nous tenons parce qu'il faut remettre la bonne gouvernance dans les entreprises de l'État qui sont en fait une propriété de tout le monde. Ça, c'est le premier élément, donc une prédation organisée, planifiée par les gestionnaires au travers des avantages indus. Deuxième élément que nous avions constaté au niveau de ces entreprises, c'est au fait la prolifération des fournisseurs et prestataires avec des marchés surfacturés, parfois sans effectivité des services faits. Et vous constaterez dans des entreprises comme la Régie des eaux, la SNEL et Foner, il y a vraiment un très grand nombre de prédateurs en termes de fournisseurs qui arrivent avec les marchés des prestations. Quand vous analysez, vous trouvez vraiment que ces entreprises n'avaient pas de chance d'évoluer. Donc, il fallait que l'inspection générale des finances vienne s'interposer pour essayer de mettre en déroute aussi cette forme de prédation organisée qui a élu domicile pendant longtemps dans ces entreprises. Ça, c'est les deux éléments que je voulais ajouter. Il y a au niveau des exonérations, je voudrais vraiment vous dire que les exonérations ont un cadre légal. Il y a le code des investissements qui prévoit. L'inspection ne s'est pas opposée au code des investissements, ni au code minier, encore moins au code agricole, qui sont des instruments juridiques mis en place pour la promotion de certains nombres d'activités. Ces instruments sont des instruments légaux. Ce dont nous nous sommes opposés, au fait, c'est ce qu'on appelait les exonérations illégales.
Et les exonérations illégales, nous en avions trouvé. Un Premier ministre a signé un décret dans toute illégalité. Il a accordé des exonérations. Un Premier ministre, sans nom. Parce qu'on voudrait, à l'issue de cette émission, connaître les bons et les mauvais élèves. Bon, ces décrets remontent de 2013. Donc, je demande aux gens d'aller retrouver dans les archives. Non, je ne veux pas citer les noms. Donc, 2013, il y a un décret portant institution des avantages dans les cadres de partenariats stratégiques sur l'échelle des valeurs, qui est une véritable illégalité et qui a ouvert la voie à beaucoup d'exonérations. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à plus de 1500 exonérations qui concernaient un répertoire de 1200 opérateurs. Et ils se connaissent. Qu'est-ce qu'on en a fait? Oui, je vais arriver à qu'est-ce qu'on en a fait. Au fait, le problème, à mon point de vue, il faut se retourner contre ces autorités étatiques qui ont pris ces mesures illégales. Quand un Premier ministre signe un décret qui institue un avantage illégal, c'est lui qui doit répondre. Si un ministre des Finances prend un arrêté, il accorde un avantage illégal à un opérateur économique qui n'est ni dans les codes des investissements, ni dans les codes miniers, ni dans les codes agricoles. Donc, un avantage illégal, c'est lui qui doit répondre. Et tous ces opérateurs économiques se cachaient derrière ces arrêtés-là, qui sont des actes administratifs. Donc, moi, je pense qu'il faut se retourner contre ces autorités étatiques qui ont abusé de leur pouvoir pour accorder des exonérations illégales qui ont fait perdre à l'État beaucoup de moyens. Combien? Donc, voilà. Combien? 5 milliards. Mais nous sommes à 1,5 milliard. 5 milliards pour les exonérations. Nous étions au à total. 1,5 milliard par an d'exonérations. Oui, ça c'est pour les exonérations. Et là-dedans, nous avons des exonérations que nous acceptons et qui oscillaient autour de 300 millions que nous perdons, que nous consentons, mais dans l'illégalité, nous avions prédit près d'un milliard chaque année. 5 milliards pour les exonérations. En 3 ans. En termes de prédation sur l'année, sur les 3 précédentes années avant votre arrivée, est-ce que vous avez un chiffre? Oui, l'ancien l'inspecteur général, chef de service adjoint vous a dit, nous avions fait une étude qui allait de 2017 à 2020, 3 ans, et nous avions perdu 5 milliards. Donc, en moyenne, nous avons 1,7 milliard que nous perdons. Mais dans les 1,7 milliard, il faut tenir compte du fait qu'il y avait au moins 300 millions ou 400 millions que l'État doit accepter de perdre parce qu'il s'agit des exonérations légales. Et qui sait qui tombe dans l'illégalité, on était autour d'1 million, 1,2 million, 1,3 million. Ça, ce n'est que pour les exonérations. Parlons un peu de cette prédation en règle générale, de ce qui saigne le trésor public. Sur cette période, jusqu'à aujourd'hui, on va dire 2017, où vous êtes peut-être monté à plus longtemps, le conseiller Louzolo parlait de 15 milliards ou de 15 milliards par an. Est-ce que vous rencontrez ce chiffre en termes de pertes pour le trésor public? Non, je ne remets pas en cause personnellement les chiffres avancés par le professeur Louzolo, mais nous, en tant que service inspection générale des finances, nous n'avons pas encore une étude documentée et qui peut nous permettre de communiquer des chiffres en disant voilà ce que nous perdons. Ce que nous savons au fur et à mesure que nous sommes en train vraiment d'entrer en profondeur dans le contrôle des finances publiques, surtout pour la période passée, nous découvrons les dégâts et je crains que les chiffres avancés par le professeur Louzolo soient sous-estimés. Nous avons fait les contrôles de la Banque centrale, nous avons fait les exonérations et nous sommes en train de faire les banques commerciales. Donc, il y a une prédation qui a été vraiment planifiée. J'ai d'habitude de le dire. La période de 2010 à 2020, c'est vraiment une période qui a consacré l'impunité totale, qui a consacré au fait l'implémentation de la mauvaise gouvernance dans notre pays. C'est dans cette période que vous trouvez beaucoup d'argent perdu, beaucoup de projets initiés dans la fanfaronnade qui n'ont rien donné à l'État, beaucoup d'argent perdu. Et aujourd'hui, la misère que nous sommes en train aujourd'hui de vivre, que le chef de l'État est en train de chercher à soulager, trouve ses origines pendant cette période où rien n'a été fait, ni en termes de routes. Entre 2010 et 2020, le FONER a sorti près de 1 milliard de dollars américains pour l'entretien des routes. Allez-y voir, les routes se trouvent où? Pendant la même période, nous avons les péages de la République, les péages sur la route du Congo central, sur la route Kasumbalesa, sur la route de Kolwezi, où les contribuables ont ont donné près d'1,3 milliard. Allez voir, ça se trouve où? Si vous prenez 1 milliard de FONER, vous prenez 1 milliard de péages. Nous avons 2 milliards pendant une période de 10 ans dont on ne sait pas retracer. Donc, une véritable prédation organisée
organisée et planifiée par un certain nombre d'individus qui a plongé le pays dans une situation catastrophique que les gouvernements actuels, les chefs de l'État, ils sont en train de se démerder jour et nuit pour relever la situation. Monsieur Jules Olinguete, 2021, ça a été contrôle à la GECAMINE, au FONER, à la SNEL, au FPI, à la Régie des eaux, à la SNCS, au CSC, à l'INPP, à l'OCC, à la SCTP, à la SNCC, à la SONAS et à l'OGFREM. Certains mandataires ont été relevés de leurs fonctions et remplacés à titre intérimaire, mais d'autres non. Le chef de service adjoint évoquait tout à l'heure la Régie des eaux. À la Régie des eaux, il y a eu des problèmes. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est la même équipe qui est là. Même ceux qui ont été relevés de leurs fonctions ne sont pas inquiétés à ce jour. Comment vous pouvez l'expliquer ? Bon, je vais donner les éléments de réponse à ma possession. Il faudra que vous sachiez qu'un contrôle de gestion d'un établissement ou d'une entreprise publique peut se solder de deux manières. Soit il y a un non-lié, il n'y a rien à dire, tout a été bon, ce qui est illusoire avec tout ce que nous avions connu dans ce pays, avec la paralysie des organes de contrôle. Deuxième manière, vous trouvez des faits reprochables aux mandataires. Et là, on a deux catégories de faits. On peut être dans une mauvaise gestion, au fait qui peut être sanctionné sur le plan administratif. Ou soit on peut déceler et la mauvaise gestion et des faits de détournement qui sont des faits infractionnels. À ce moment-là, nous en appelons à la fois des sanctions administratives et également à une correction sur le plan judiciaire. Donc, ce que nous avions fait, il y a donc des établissements et entreprises où on a trouvé carrément des faits de détournement. C'est le cas de 90% de ces entreprises qui ont été contrôlées. Il y a eu des faits de détournement. Lesquels, qu'est-ce qu'on a fait des gestionnaires? L'OCC, le procès est terminé depuis le mois de décembre. Ouais. BTC, le procès est terminé depuis l'année passée. Donc, il faut aussi comprendre que la justice a toute une procédure. Nous ne pouvons pas influer. Nous avions transféré tous ces dossiers à la justice. Il y a sur le plan administratif les gens qui ont été mis hors d'état de nuire par les autorités administratives, par les gouvernements, en les suspendant. Et aujourd'hui, 3 mois après leur suspension, conformément au texte légal, ils sont mis totalement hors circuit. Donc, il y a aussi des mandataires qui ont été traduits en justice et la justice est en train de suivre le cours normal. Sans oublier, il y en a qui ont pris la poudre d'escampette. Oui. Ça aussi, il faut noter, il y a des gens qui sont partis, qui ont préféré... Oui, 80%, oui. Je voudrais que l'on sache, puisqu'on parle de bilan, où est-ce qu'on a détourné réellement, où est-ce qu'il n'y a eu que des fautes de gestion, et pourquoi d'autres mandataires n'ont pas été Pour parler là où on a détourné, je vais dire là où la justice est déjà prononcée. On a détourné au bureau technique de contrôle BTC, on a détourné à l'OCC, dont la justice a déjà rendu. Oui. Ailleurs, ce sont des présomptions de détournement que nous avions mis à la disposition de la justice. Et la justice est en train de faire son travail. Tel que CEC. Oui. Donc, c'est au niveau de la justice. Les autres, CNCS, INPP, ce sont des faits de mégestion qui ont conduit au fait à la mise à l'écart des mandataires qui étaient là-bas. Il n'y a pas eu de détournement là-bas à l'INPP et à la CNCS, il n'y a pas eu de détournement? Non, à la CNCS, nous n'avions pas identifié les détournements, c'était des faits de mégestion. Comme également au FPI, c'était des faits de mégestion, particulièrement des avantages indus que les mandataires se sont octroyés. Les dossiers Régie des eaux? Les dossiers Régie des eaux, c'est tout sous la table de son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre du portefeuille. L'inspection l'a bouclé, donc je me réserve de vous donner les conclusions. Ça fait 3 mois que vous dites la même chose. Oui, qu'est-ce qui se cache derrière ce dossier? Il faut aller lui poser la question. Vous avez terminé votre travail de contrôle, vous avez rendu votre rapport, vous avez relevé des faits de détournement. Mais il n'y a rien derrière. Il faut aller lui poser la question. Je peux affirmer que l'inspection générale des finances a fait ses contrôles et nous avions trouvé des faits graves de mégestion. Nous avions mis ça à la disposition tout d'abord du ministre d'État, ministre du portefeuille, pour que des dispositions qui s'imposent puissent être prises. Nous continuons aux actuels gestionnaires. Oui.
parce que c'est eux qui étaient contrôlés. Quand je dis des faits graves de mégestion, ça signifie que c'est aux gestionnaires qui sont là. Donc nous avions demandé à son Excellence, Madame le ministre du Portefeuille, de prendre des dispositions qui s'imposent. Nous avions terminé notre travail. Quand cette étape serait terminée, on pourra alors envisager l'étape suivante si c'est nécessaire. Je vais passer à l'étape suivante aussi dans cette émission, mais juste par curiosité, comment est-ce que vous avez décidé d'aller enquêter ou d'aller contrôler telle et telle société? Pourquoi est-ce que, par exemple, la RPTC n'a pas été contrôlée? On parle beaucoup du RAM. Pourquoi est-ce que l'ONEM n'a pas été contrôlée? Pourquoi est-ce que ces sociétés ont été contrôlées et pas d'autres? Comment vous faites ce choix? Bon, il y a tout d'abord notre programme d'action, comme le chef de service adjoint l'a dit. Nous avons un programme d'action au départ, en fonction de tout ce que nous avons comme information, dénonciation et demande des autorités politico-administratives. Nous faisons un programme d'action que nous faisons approuver par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au travers de son directeur du cabinet. Donc, dès lors que nous avons cette approbation, nous le mettons en action. Voilà comment nous agissons. Il faut aussi tenir compte du fait qu'en 2020, quand nous arrivons à l'inspection générale des finances, nous avons trouvé que 60 inspecteurs généraux disponibles opérationnels. Donc, combien? Le champ d'action était trop limité. Et d'ailleurs, moi, j'estime que ce qui a été fait, c'est vraiment, ça relève de l'exploit. Les gens ont donné les meilleurs d'eux-mêmes. Il y a des gens qui ont fait au même moment 2-3 missions et tout. Donc aujourd'hui, avec les instructions que nous avions eues de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le rajeunissement du corps des inspecteurs de finances, on a eu à recruter en 2020 85 nouveaux inspecteurs et en 2021, à la fin, il y a 85 encore qui se sont ajoutés. Donc vous êtes passé de 60 à 230. Oui, nous sommes à près de 224 aujourd'hui publiés au journal officiel. Un recrutement qui se fait sur la base du mérite ou parce que s'il y a un service public, s'il y a un service public, connaissance, s'il y a un service public, une administration qui maintient aujourd'hui les normes en matière de recrutement, c'est l'inspection générale des finances. Nous-mêmes, nous avions été recrutés sur concours et nous avons le devoir de perpétuer cette tradition, cette exigence légale. On entre à l'inspection générale des finances que sur concours et il n'y a pas de recommandation. On a parlé des entreprises publiques, mais des 84 entités contrôlées en 2021, il y a aussi la présidence de la République, le Parlement, Assemblée nationale et Sénat, BCC, ministères et entreprises publiques. Alors, je sens dans le chef de M. Batou Benga, je ne sais pas si on doit dire la crainte de citer des noms, des mauvais gestionnaires. Alors, je vais vous poser la question autrement. Qui sont les bons gestionnaires? Est-ce qu'ils existent, M. Batou Benga? Est-ce qu'il y a à la présidence de la République, entre la présidence de la République, Parlement, Assemblée nationale et Sénat, Banque centrale du Congo, ministère et entreprises publiques, des gestionnaires que l'on peut dire efficients, compétents, sérieux? Si vous me dites que l'inspection générale des finances a débarqué dans une structure pour la contrôler, elle est sortie sans observation, je vous tromperai. Partout où l'inspection générale des finances est passée, elle a eu à faire des observations qu'elle a portées à la connaissance des contrôleurs. Il n'y a pas une seule entité qu'on a contrôlée de laquelle n'a pas résulté une seule feuille de Partout. Partout où nous sommes passés. Ce qui dit... Partout, nous sommes comme le chef de service. Il y a des graduations dans les observations. Il y a des observations majeures, des observations mineures, des observations secondaires. Il y a toujours des observations. Parce qu'en fait, lorsque l'inspection générale débarque, c'est quoi? C'est vérifier si tout se fait conformément à la réglementation. Nous n'avons pas un problème de réglementation dans notre pays. Nous avons un problème d'application de la réglementation. Moi, j'aimerais revenir sur votre feuille de route. M. Jules Alinguette en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait justement, pour compléter la question de M. Lusakweno, que vous puissiez sur la feuille de route choisir certaines entreprises, non pas d'autres? Il a parlé clairement de la RPTC, le dossier RAM. Vous savez comment il a défrayé la chronique et continue de défrayer la chronique. Pourquoi n'être pas allé enquêter ou travailler là-bas plutôt qu'ailleurs? Oui, il faudra tout d'abord noter qu'en 2020, quand nous commençons les opérations de contrôle, RAM n'était pas encore là. On parle de 2021. Voilà. Donc, RAM était déjà là. Au départ, donc RAM n'était pas là. 2021. Et RAM apparaît en 2021 et ça fait toller. Et donc tout le monde a parlé. Vous allez vous rappeler que l'inspection générale des finances avait annoncé au mois d'octobre 2021 les contrôles de RAM.
Aussitôt que nous avions annoncé, une semaine après, nous avions constaté que le Parlement avait récupéré la question. Donc, le Parlement a fait une interpellation à son Excellence, Monsieur le ministre de Pentic, et l'affaire a été récupérée par le Parlement. Et vous devez savoir, en matière de contrôle, nous avons une hiérarchie des institutions. Le contrôle des finances publiques, l'inspection générale des finances exerce un contrôle administratif. La Cour des comptes exerce le contrôle juridictionnel et le Parlement exerce le contrôle politique. Dès lors que le Parlement, l'organe suprême en matière de contrôle des finances publiques, se saisit du dossier, ça nous empêche, nous, l'inspection générale des finances, encore d'y aller. Ce qui restait à faire aujourd'hui, cette affaire étant maintenant de la compétence ou sous-traitement par le Parlement, il revenait au Parlement de dire, par exemple, OK, nous sommes saisis de cette affaire et nous requérons l'expertise de l'inspection générale des finances pour nous fournir des éléments beaucoup plus détaillés. À ce moment-là, nous pouvons encore nous inviter dans cette question. Pour le moment, vous ne pouvez pas. Pour le moment, non, parce que le Parlement s'est saisi de cette question et en matière de hiérarchisation du contrôle, le contrôle du Parlement tient tout autre en état. Quand vous lisez les textes en matière de contrôle des finances publiques, le contrôle du Parlement tient tout autre en état. Mais monsieur Aninguet, le contrôle de la Cour des comptes tient tout autre en état. Le travail au Parlement est terminé. Le ministre a été interpellé, il s'est expliqué, certaines recommandations ont été prises en Conseil des ministres, mais le Congolais continue à pleurer. Le travail du Parlement, jusqu'à preuve du contraire, est terminé. Nous devons travailler dans l'ordre. Vous ne pouvez pas demander à la Cour de cassation de reprendre un dossier qui a été, à la Cour d'appel, de reprendre un dossier qui a été traité par la Cour de cassation. En matière de hiérarchie de contrôle, c'est ça. Donc nous ne pouvons pas nous inviter dès lors que le Parlement est encore là. Le Parlement fait des recommandations, il reviendra au Parlement d'évaluer ces recommandations. Donc nous ne pouvons pas y aller comme ça. Il faut que le Parlement évalue ces recommandations et juge de l'opportunité ou pas de faire appel à nous, à la Cour des comptes ou à une autre structure de contrôle. Donc nous, en ce qui concerne RAM, on avait prévu d'y aller, mais je pense que nous avions renoncé à y aller dès lors que le Parlement s'était saisi de la question. Puisqu'on parle du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, vous y avez été, présidence de la République aussi. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Parce qu'à côté, il y a eu plusieurs ONG qui ont publié des rapports sur des chiffres mirobolants du personnel, sur des montants très importants affectés à ces différentes institutions, des dépassements budgétaires dans ces différentes institutions. Bref, qu'est-ce qu'on peut retenir du travail de l'IGF à la présidence, à l'Assemblée nationale? Vous avez relevé beaucoup de questions. Nous sommes allés à l'Assemblée, nous sommes allés au Sénat pour contrôler les fonds mis à la disposition de ces institutions, pour savoir comment ça a été géré. Nous sommes allés à la présidence pour contrôler les effectifs utilisés par la présidence ainsi que certains contrats qui liaient la présidence de la République. En ce qui concerne les fonds mis à la disposition de l'Assemblée et du Sénat, je pense que je vous ai dit qu'est-ce qui caractérise la période avant l'intervention de l'inspection générale des finances ou la période avant le lancement de la lutte contre l'impunité par les chefs de l'État. C'est une période de prédation à bande organisée. Donc, les fonds mis à la disposition de l'Assemblée et du Sénat n'ont pas échappé à cette règle. Donc, je ne vais pas entrer en détail. Comprenez, les rapports sur le Sénat se trouvent sur la table du procureur général près la cassation et il y a même des demandes de levée d'immunité qui ont été lancées. Il y a des personnes concernées aujourd'hui, vous savez, là où se trouvent. Donc, ce n'est plus notre problème. Nous avions fait ce travail à la grande satisfaction de la justice congolaise. En ce qui concerne la présidence de la République, nous vous avions toujours dit, nous sommes allés pour examiner les effectifs utilisés par la présidence, le secrétariat général ainsi que les personnels d'appoint au niveau du cabinet. Nous avons fait le travail, nous avions remis les conclusions auprès du directeur du cabinet du chef de l'État pour lui permettre au fait de nettoyer les effectifs qui étaient utilisés par la présidence de la République. Et les contrats qui lient la présidence de la République, nous avions passé ça au peine fin, nous avions fait des recommandations du reste qui ont été déjà appliquées. La présidence au fait a annulé certains contrats et il a modifié. Mais pourquoi vous publiez certains rapports, non pas d'autres? Parce qu'on n'a jamais rien entendu du travail que vous avez fait au Parlement. Mais nous avions eu à faire près de 84 rapports. Mais vous n'avez pas 84 rapports dans la presse. Oui, voilà. Donc, l'opportunité de publier. Pourquoi tout d'abord nous publions? Nous choisissons de publier lorsqu'on a affaire à des grands prédateurs. Parce qu'il faut les dissuader. Ça, c'est important.
Donc, nous avons eu 84 rapports, nous avions publié peut-être autour de 20. Vous n'avez pas tout ce que l'Inspection générale des finances a fait. Donc, quand nous publions, c'est une nouvelle stratégie adoptée par l'Inspection générale des finances pour répondre aux préoccupations du chef de l'État, celle de repousser les antivaleurs. Donc, il faut publier parce que, je l'ai dit toujours, les prédateurs ont une chose qui les caractérise. D'un côté, faire la prédation, faire main basse sur les ressources nationales. De l'autre côté, garder une dignité, même de manière à se faire porter sur les chipouilles. Donc, il fallait publier pour les frapper au cœur de leur dignité. Voilà pourquoi nous jugeons de certaines missions l'utilité de publier et en respectant les normes. Quand nous publions, nous ne citons pas les normes. Mais ce sont eux-mêmes. Quand nous publions, ils commencent à s'agiter par la suite, au fil des débats, les gens comprennent de qui il s'agit. Mais en tout cas, une chose est sûre, vous allez confirmer ce qu'a dit M. Batoubenga, que ce soit la présidence de la République, au Parlement, Assemblée nationale et Sénat, à la BCC, dans les ministères et les entreprises publiques, partout, il y a des prédateurs. Nous vous avions dit que de 2010 à 2020, la prédation a été érigée en mode de gestion. Je parle de 2021. Oui. Oui, mais tout ce que nous avons contrôlé en 2021, c'est le même constat. Moi, je peux même donner une seule exception où nous avions trouvé le moins de dégâts possibles. C'était à l'autorité de régulation de l'assurance, ARCA, où nous avions trouvé, c'est le seul service, la seule institution que nous avions trouvé moins de dégâts possibles, où peut-être les choses étaient plus ou moins bien faites. Mais ailleurs, c'est terrible. La prédation est toujours partout en 2021. Oui. Trois gros dossiers d'actualité, Thillé Gelou, Congo Hold Up, problème de dépassement budgétaire. Je voudrais qu'on l'aborde avant de passer des perspectives 2022. Thillé Gelou d'abord. On a beaucoup parlé de 2010-2020, de prédation. Thillé Gelou, après les 100 jours, les mêmes pratiques continuent? Oui, merci beaucoup pour la question. En ce qui concerne Thillé Gelou, je crois que nous avons relevé que nous avons procédé à l'encadrement des entreprises publiques et de certains établissements publics. Lors de l'encadrement du FONER, nous avons constaté que il y a des montages financiers qui avaient été mis en place dans le cadre du projet Thillé Gelou. Déjà en mars, l'Inspection générale des finances avait tiré la sonnette d'alarme, en train de dire le montage financier tel qu'il est fait là, il n'est pas bon. C'est ainsi que l'Inspection générale des finances avait décidé de geler le déblocage des fonds au niveau du FONER. Il y a eu des réactions. Et finalement, l'Inspection générale des finances a autorisé, je crois, à partir du mois de juin, le déblocage des fonds. Au mois de novembre, l'Inspection générale des finances a envoyé une équipe en Mbuji-Mayi. Ils sont partis avec des experts en construction pour aller évaluer les travaux tels qu'ils sont faits. Partout, l'Inspection générale des finances a constaté qu'il y avait un clivage, un décalage entre l'exécution financière et l'exécution physique. L'inspection générale l'a fait. Heureusement pour nous, même le ministre des ITPR nous a écrit dernièrement pour nous dire que même en Mbuji-Mayi et à Kananga, l'exécution était faible. Je crois 10 et 5%. Bon, à Kinshasa, 11 millions ont été débloqués. Nous, on nous a avancé le chiffre de 11 millions qui ont été débloqués. Nous aurons des apaisements lorsque, à l'issue d'un contrôle, nous évaluerons si effectivement les travaux qui ont été faits correspondent aux 11 millions. Correspondent aux 11 millions. Donc, on ne peut pas aujourd'hui reprocher à l'IGF de ne rien faire pour le projet Thillé. Avant même que les gens ne commencent ce bruit-là, l'Inspection générale des finances était déjà sur ce dossier. Non, la question c'est est-ce que Thillé Gelou, c'est encore une opération prédation? Pardon? Est-ce que Thillé Gelou, c'est encore une opération prédation? Ou en tout cas une opération où les prédateurs... Il y a des fonds, je vous ai dit, nous avons constaté un clivage entre l'exécution physique et l'exécution financière. À partir du moment où il y a ce décalage-là, nous ne pouvons que présumer d'un certain détournement que nous devons confirmer à l'issue du contrôle, de l'évaluation des travaux qui ont été faits. Le problème se situe à quel niveau, M. Alinguete? Le problème se situe à quel niveau exactement concernant le programme Thillé Gelou? Les problèmes de Thillé Gelou, comme le chef de service adjoint l'a dit, on a débloqué des fonds, on a mis à la disposition des projets, mais l'exécution physique de ces projets était de très loin par rapport à l'exécution financière. Et devant une telle situation, qu'est-ce qu'on fait?
on demande qu'on arrête tout d'abord les financements ou qu'on arrête des déblocages des fonds, le temps que l'exécution physique puisse se rapprocher de l'exécution financière. Et il y a aussi un problème de lenteur dans l'exécution du projet. C'est un projet de 3 ans. On est déjà aujourd'hui à 9 mois. Et vous êtes en Bujimaï, le taux d'exécution de ces projets, il est de moins de 10%. Vous êtes à Kananga, c'est moins de 5%. À Lusambo, 0. Chikapa, 0. Mweneditu, 0. Voilà, donc si on laisse ces projets évoluer comme ça, il ne nous reste que 2 ans, il y a de très fortes chances qu'on ne puisse pas arriver à l'objectif. Quelle est la marge de l'IGF dans ce contexte précis? Vous vous limitez à alerter ou vous allez jusqu'au bout pour savoir où est parti cet argent? Nous n'allons pas alerter. Dans un marché public, les finishes, c'est que ces gens oublient. Les routes n'ont rien à voir avec des Français. Les routes, c'est l'argent qu'on vous donne et vous produisez les routes. Quand vous dites qu'à Kinshasa, vous avez fait des travaux de 11 millions de dollars, ça équivaut à peu près à 10 km de routes, où vous devez démontrer que vous avez fait des travaux de 11 millions de dollars. Nous savons que Tchilégelou, c'est l'avenir Madrandel. Les gens qui habitent Kingaboua, qui nous suivent, qui nous montrent les images, qu'il y a des kilomètres de routes asphaltées sur l'avenir Madrandel. Tchilégelou, c'est Capella. Qu'on nous montre sur Capella qu'est-ce qui a été fait. Donc, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas des démonstrations des Français inutiles. Nous, c'est l'argent et les routes. Le peuple a besoin des routes. Donc, quand on nous dit 11 millions, nous allons chercher à les certifier. Nous avions demandé qu'on nous dise où est-ce qu'on a dépensé les 11 millions. Parce que nous avons la compétence de vérifier dans les cadres des marchés publics l'effectivité des services faits. C'est de l'argent de l'État. Donc, pour nous, l'histoire de Tchilégelou, c'est en fait les moyens qu'on est en train de débloquer par rapport à l'exécution physique. Au finish, nous sommes en train d'évoluer. Parce qu'au finish, ce serait quoi? L'exécution financière va se terminer. Vous avez les 100% des fonds et nous allons vous demander la contrepartie, c'est les routes. Et c'est là le danger. Si on ne surveille pas ces gens, on les laisse évoluer comme ils sont en train de faire des bruits inutilement là, et qu'à la fin, nous n'avons pas de routes, plusieurs vont disparaître comme toujours. Donc, nous devons veiller aux intérêts de l'État et nous continuerons à les faire, et surtout qu'il s'agit des deniers publics. Donc, que les gens crient ou pas, oui. Nous avions mis ces projets sous haute surveillance, toutes les opérations seront surveillées, les projets n'est pas arrêté. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures, a écrit à l'inspection, demandant à l'inspection de reprendre la validation des paiements au profit de Tchilégelou, ce qui est déjà fait. Donc, le projet va continuer à bénéficier des moyens, mais chaque 3 mois, nous allons nous inviter dans l'évaluation physique et financière pour nous assurer que les choses se passent bien. Notre objectif, c'est que ces projets phares qui matérialisent la volonté du chef de l'État de voir un certain nombre de provinces se développer, que ces projets puissent réussir. Ce n'est pas pour que ça échoue. Voilà pourquoi nous mettons ces projets sous haute surveillance, pour que les gens qui s'invitent là-bas sachent que nous sommes derrière eux. C'est ça le problème. Ça, c'est pour Tchilégelou Congo Hold Up. Est-ce que vous certifiez les faits énoncés par les médias internationaux? Quels sont ces faits? Les faits de détour allez, une personne, un ancien chef d'État, et des gens autour de lui s'en sont mis plein les poches. Des marchés ont été donnés à des individus sans qu'on ne se soit jamais soucié s'ils correspondaient à une réalité, alors que de l'argent a été décaissé. Est-ce que tout ce qui a été dit, ça nous a tenu pendant 3 semaines, est-ce que vous le certifiez? Je voudrais que vous sachiez tout d'abord, dans les dossiers Congo Hold Up, 60% des dossiers publiés par les 19 médias internationaux sont des dossiers connus de l'inspection générale des finances et déjà traités. Et je me rappelle que Sonia, les autres, ils étaient toujours à l'inspection générale des finances pour s'informer, pour poser des questions. Et quand ils ont commencé cette enquête, ils ont envoyé des questionnaires à toutes les autorités congolaises, y compris à la présidence. L'inspection générale des finances a répondu clairement.
Nous sommes d'ailleurs parmi les rares institutions à avoir fourni des éléments d'explication, des pistes à cette enquête. Malheureusement, je dois dire une chose. Quand ils ont commencé à publier, ils nous ont dit qu'ils vont faire 15 jours de publication. Dès les premiers jours, je pense que les représentants RFI ou France 24 m'ont appelé personnellement pour me demander quel était mon point de vue sur les enquêtes, sur les publications qui venaient de commencer. Tout naturellement, comme un service de contrôle, nous avions dit que nous apprécions que les révélations soient faites sur des faits de détournement. Ça ne fera qu'avancer les piliers lutte contre l'impunité que les chefs de l'État voudraient vraiment pousser plus loin. Donc, nous allons nous saisir de ces informations qui vont publier pour que nous puissions approfondir nos enquêtes et avancer. Ça, c'était notre point de vue au début de la publication. Mais cela ne signifie pas que pendant les 15 jours, tout ce qui sera publié comme dossier, nous partageons les points de vue de ces enquêteurs. C'est là qu'il y a eu des problèmes. Quand 4 jours, 5 jours après, ils ont publié les conclusions sur les 43 millions de dollars de BGFI. À ce point-là, nous avions dit que nous n'avons pas les mêmes conclusions. Voilà pourquoi nous avions dit c'est un dossier déjà enquêté par l'inspection générale des finances. Les conclusions étaient que BGFI a reconnu avoir pris cet argent du compte de la Banque centrale et s'est même engagé à rembourser l'argent. Pour nous, l'affaire était terminée. Nous avons quelqu'un qui reconnaît avoir pris l'argent de l'État. Il s'est engagé à rembourser. Mais ils ne voulaient pas entendre les problèmes de cette oreille-là. Pour les enquêteurs de Congo Hold Up, l'affaire ne devait pas se terminer à BGFI. Qu'est-ce que BGFI a fait de cet argent? BGFI aurait donné l'argent à Égal, et puis d'Égal, ils étaient en train d'aller vers des personnes que nous étions incapables, parce que nous sommes un service. Quand nous citons les gens, nous devons avoir des preuves, parce que demain, nous serons devant des cours et tribunaux. Nous leur avons dit que non, nous ne pouvons pas vous suivre sur cette démarche-là. Pour nous, l'affaire 43 millions de dollars de la Banque centrale pris illégalement par BGFI concerne BGFI qui a reconnu les faits. Ne nous amenez pas sur le terrain Égal, parce que nous avions mis Égal hors cause. Et par conséquent, la suite, Égal, les proches de l'ex-président Kabila et tout ça ne sont pas dans ces dossiers pour l'inspection générale des finances. Mais cela ne signifie pas que les restes des dossiers, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Donc, BGFI, c'est un des dossiers dans Congo Hold Up. Donc, il y a eu d'autres dossiers. Pour le moment, d'ailleurs, nous sommes en train de passer en revue pratiquement toutes les publications Congo Hold Up. Oui, parce que la justice s'en est saisie et il nous revient. Oui. Vous confirmez que c'est à l'IGF qu'on a demandé d'enquêter. Vous confirmez ? Oui, nous avions été saisis par la justice congolaise, nous demandant de vérifier pratiquement tous les éléments des enquêtes. Et en termes de vérification, vous êtes en cours? Non, nous venons d'avoir la réquisition, donc nous allons y travailler. On va mettre les équipes d'inspecteurs. Nous avons le compte général du Trésor où cet argent serait sorti. C'est un travail que nous allons faire et donner les éléments à la justice qui a ouvert un dossier. Donc voilà, ce n'est pas que nous sommes contre. Nous avions voulu sur ces points-là dire qu'ils n'ont pas dit la vérité ou que nous n'avons pas les mêmes points de vue. Plutôt, on n'avait pas les mêmes points de vue. Donc, nous avions voulu un peu démarquer notre indépendance parce que nous n'avons pas voulu qu'ils nous traînent vers leurs conclusions. Et ils sont des journalistes. Ils peuvent dire des choses. Ils sont des journalistes des grands médias. Tandis que nous sommes un service public, nous devons parler avec des éléments de preuve. Voilà la différence. Vous avez dit que 60% des faits qui ont été révélés étaient connus par l'IGF. Mais pourquoi les Congolais n'ont attendu que la publication de ces rapports-là pour être mis au courant de ces faits alors que vous étiez au courant? Peut-être les gens n'ont pas fait beaucoup d'attention. L'affaire BGFI, c'est l'inspection générale des finances. D'ailleurs, ces enquêtes ont approfondi avec les rapports. Vous avez déjà suffisamment parlé de l'affaire BGFI. L'affaire des avances fiscales de la GECAMIN, 530 millions de dollars, c'est l'inspection générale des finances qui est dans cette affaire-là. 3, vous avez suivi dans le Congo Hold Up l'affaire des péages. Je vous ai parlé des péages ici. Ça, c'est l'enquête de l'inspection générale des finances. L'enquête des péages sur la route Congo centrale, les péages sur les routes du Katanga. Ça, c'est l'inspection générale des finances. Donc, vous allez voir d'ailleurs, quand vous lisez très bien ces enquêtes-là, parfois ils se réfèrent, ils disent
clairement que là, selon l'inspection générale des finances. Donc, j'ai dit 60% quand moi j'ai lu les enquêtes Congo Hold Up, ils se sont référés ou inspirés du travail fait par l'inspection générale des finances. Toujours dans l'actualité, problème de dépassement budgétaire, la Cour des comptes, organe officiel habilité à statuer sur le sujet, parle de faute de gestion, alors que le professeur Godempoy affirme que non. Tout ça démarre de vous. Tout ça démarre de vous. Des propos que vous avez tenus. Non, s'il n'y a pas faute de gestion, le dépassement budgétaire n'est pas une faute de gestion. Alors ça l'est ou ça l'est pas? Monsieur Christian, j'aimerais restituer tout d'abord les faits. C'est tout d'abord pour moi un débat déjà dépassé. J'ai dit que c'est un débat de haut niveau des experts en matière de finances publiques. Il y a beaucoup de gens qui se sont invités dans ces débats et voilà pourquoi on a dit que ça ne servait à rien. Voilà comment les choses se sont passées. Au cours d'une émission qui a été organisée par son Excellence Monsieur le ministre de la Communication pour échanger sur les missions de l'inspection générale des finances, un journaliste va poser la question sur les dépassements constatés à la présidence de la République. Et nous lui avions répondu que les dépassements budgétaires constatés à la présidence de la République sont de loin des faits de détournement des deniers publics, encore moins des actes de mégestion. J'ai parlé des détournements, des dépassements constatés à la présidence de la République. Et il fallait qu'on me laisse expliquer tout d'abord. Quand vous voulez parler de dépassements, pour ceux-là qui qualifient ces dépassements de fautes de gestion, mais il faut aller jusqu'au bout. Quand vous qualifiez de fautes de gestion, il faut déterminer les responsables et prévoir, et aussi nous dire quelles sont les sanctions. Il faut analyser ces dépassements-là. Nous sommes en 2020. Tenez, vous avez l'éruption de Goma qui apparaît. Qui avait prévu ça? 2, vous avez Covid qui arrive au mois d'avril. Le gouvernement décide de prendre en charge les factures d'eau, d'électricité pendant 3 mois. Qui avait prévu ça? Le gouvernement, j'arrive. C'est ça qui justifie le dépassement budgétaire chaque mois dans... Laissez-moi terminer, je ne dis pas ça. Ouais. Il y a l'éruption qui apparaît. Il y a le Covid qui surprend tout le monde. On doit prendre en charge tous les malades Covid dans les hôpitaux. On doit prendre en charge les factures d'eau, d'électricité, vous connaissez. Donc, quand vous voulez analyser les dépassements, il faut également voir les circonstances de l'exécution du budget. Donc, il ne faut pas aller rapidement dans les fautes de gestion sans savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est mon point de vue. Mais pour terminer ces problèmes, il faut savoir que l'organe habilité à parler du dépassement, c'est la Cour des comptes. La Cour des comptes s'étant déjà prononcée pour l'exercice 2020 en disant qu'il y a eu un dépassement global de 7%. Et pour la présidence de la République, 13%. Et la Cour des comptes ayant qualifié ces dépassements-là de faute de gestion, nous, qu'est-ce que nous pouvons faire comme service? Nous ne pouvons que nous incliner à la position légale donnée par l'institution légale habilitée à caractériser ces faits. Mais moi, en tant qu'individu, tout en respectant la position donnée par la Cour des comptes, position que je ne partage pas comme expert en finances publiques, parce que moi, j'ai une autre lecture, comme le professeur Godempoy, nous avons une autre lecture de la définition des fautes de gestion en matière de dépassement. Mais nous ne sommes pas là. Aujourd'hui, nous devons nous incliner devant la position donnée par la Cour des comptes, seul organe habilité. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 21 janvier 2022. 2021 appartient au passé. 2021 a été toujours de faute de gestion. Enfin, je ne parle pas de dépassement budgétaire. Hein. Monsieur Batoubenga nous l'a si bien dit tout à l'heure. La gestion n'est pas encore ce qu'elle devrait être. Alors, qu'est-ce qu'on doit attendre de l'IGF pendant cette année ? On parle d'un plan de déploiement, on parle d'entreprises particulièrement sous l'attention de l'IGF. Qu'est-ce que vous allez faire, M. Batoubenga, pour que tout ce que vous avez condamné les 10 dernières années, et particulièrement encore en 2021, cesse? Merci. J'aimerais apporter une précision au sujet de la réquisition de la justice en ce qui concerne le Congo Sud-Ouest. RFI avait parlé, je crois, d'environ 130 millions. La justice nous a requis juste pour, je crois, c'est autour de 30 millions. Il ne faut pas que la population pense que l'inspection générale des finances va faire le contrôle sur les 30. En tout cas, la justice nous a communiqué des paiements bien précis.
L'action de l'inspection générale des finances a été efficace, ça c'est indubitable au cours de l'année 2021. Et au-delà de l'efficacité, maintenant ce que nous devons chercher, c'est l'efficience. En d'autres termes, je crois qu'il y a... c'est Ernest Hemingway qui avait écrit un livre, là, Le vieil homme et la mer, qui a attrapé un gros poisson. Il a commis l'erreur de le traîner dans l'eau jusqu'à la rive. Quand il est arrivé, les requins avaient déjà tout bouffé. Au lieu de le mettre dans son bateau pour l'amener, je suis en train de poser là le problème de la préservation des acquis. Il faut que ce que l'inspection générale a réalisé comme acquis, on puisse le conserver, si pas l'améliorer. C'est ainsi que nous allons continuer avec l'encadrement des entreprises et des établissements publics. Vous ne le savez pas, peut-être posez tout simplement aux entreprises et établissements publics quelle est l'évolution de leur trésorerie depuis que l'inspection générale des finances est là. Ça va beaucoup mieux. Ça va. Posez-leur. Nous posons le problème de trésorerie. Posez-leur des questions sur ce qui concerne la... Donc, nous allons continuer avec l'encadrement des entreprises et établissements publics. En ce qui concerne les provinces, là, je parlais tout à l'heure de la tendance à confondre les pièces donnant lieu à la sortie des fonds avec les pièces justificatives. Dans toutes les provinces, pratiquement, les pièces justificatives posent un problème. C'est ainsi que nous allons continuer avec l'encadrement des provinces. Nous allons aussi continuer avec le contrôle des provinces, parce qu'en même temps que nous avions évolué avec l'encadrement des provinces, nous avons eu à contrôler des provinces. Nous allons continuer avec le contrôle des provinces. Cette année, je vous disais tout à l'heure, les recettes attendues du budget général se chiffrent à 10 milliards 10,2 milliards. On est en dollars. On est en dollars, 10,2 milliards de dollars. Ça veut dire 20 000 milliards de 20 400 milliards. C'est précisément 20 483 milliards. De francs congolais. Ça veut dire que dans toutes les missions que nous allons déployer, nous allons veiller à ce que les provinces, les établissements publics puissent s'acquitter de leurs obligations fiscales. Nous allons veiller à ce qu'autour du 15 de chaque mois, qu'on veille à ce que s'il y a eu des primes qui ont été payées, que l'IPER soit payé, s'il y a eu la TVA qui a été collectée, nous voulons faire de toutes de ces actions-là des occasions d'accroissement des recettes. Évidemment, nous allons continuer avec la contre-vérification fiscale. Je crois que vous le savez, il y a eu tiraillement entre l'inspection générale des finances avec les régies, avec la FEC, au sujet de la contre-vérification fiscale. Nous avons consulté le Conseil d'État, qui est l'organe attrité pour interpréter les lois, et l'a confirmé. L'inspection générale des finances dans ses prérogatives de contre-vérification fiscale. Juste un exemple. En tout cas, les 2 derniers mois où l'IGF a fait la contre-vérification, il y a eu un encaissement de 15 millions de dollars. Moi, je préfère même dire, au lieu de parler de 15 millions de dollars, je préfère le donner en milliards. Ça veut dire 30 milliards. Ça veut dire 30 milliards de francs congolais qui ont été encaissés. Donc, nous allons poursuivre avec ça. Et puis, nous avons gardé quelques inspecteurs pour des actions ponctuelles. Mais comme nous ne voulons pas qu'il y ait accoutumance entre les inspecteurs, entre les contrôleurs et les contrôlés, ceux qui ont été en contrôle, nous avons décidé de permuter. Nous avons décidé de permettre les inspecteurs qui sont sur terrain. Et cette semaine qui s'achève, nous avons passé pratiquement 3 jours avec tous les inspecteurs en train de partager les différentes expériences pour que les inspecteurs qui vont succéder à ceux qui étaient là ne puissent être perdus. Monsieur Jules Alinguette, qu'est-ce que vous allez faire concrètement en termes de contrôle en 2022 ? Chile Gelou a posé problème, vous l'avez dit, comme les programmes 100 jours. Qu'est-ce que vous allez faire alors que le programme pour les 145 développement des 145 territoires arrive ? Qu'est-ce que vous allez faire au niveau des provinces ? Voilà, je vais compléter ce qui vient d'être énoncé par les chefs de service adjoints. Premièrement, je pense, pour moi, le plus grand acquis de 2021, c'est la réhabilitation de la fonction contrôle au niveau de la gestion publique. Et c'est là par la volonté du chef de l'État. En 2021, tout le monde a rendu compte. Des ministres, des gouverneurs, des mandataires,
tout le monde était soumis à l'obligation de la redevabilité, la réhabilitation de la fonction contrôle dans notre environnement. Ça, c'est un grand acquis. Et deuxièmement, la paire des gendarmes. On a vu petit à petit les gendarmes qui n'étaient pas craints revenir avec les matraques pour mettre de l'ordre. La paire de gendarmes doit continuer et cette paire doit se matérialiser vis-à-vis des récalcitrants par des poursuites judiciaires. Et nous allons nous investir pour ça. Et nous voulons que l'environnement des finances publiques congolaises aujourd'hui puisse être caractérisé par des valeurs. En ce qui concerne le déploiement de l'inspection générale des finances en 2022, je voudrais que vous sachiez que 130 inspecteurs des finances vont se déployer la semaine prochaine. Nous avions augmenté la capacité d'intervention de l'inspection générale des finances avec les 85 inspecteurs des finances recrutés en 2020 qui ont subi une formation rigoureuse en 2021. Nous estimons aujourd'hui qu'ils sont capables, à côté des anciens, de constituer une véritable armée et nous avons 130 inspecteurs qui vont se déployer la semaine prochaine. Nous avons 7 axes des contrôles que nous allons mettre en place à partir de la semaine prochaine. Il y a tout d'abord la surveillance des opérations financières de certains services et établissements publics. Et là, je crois qu'il y a une dizaine de services et établissements publics dont les opérations financières seront mises sous haute surveillance. Systématiquement, parce qu'il faut implémenter la bonne gouvernance dans notre environnement. Vous avez des noms à nous citer, des sociétés? Je ne voudrais pas citer les noms, mais sachez qu'il y a 10 services et établissements publics qui seront mis sous haute surveillance, et c'est là toute l'année 2020. La GECAMIN le sera? La GECAMIN est une entreprise de portefeuille de l'État. Il y a, dans le cadre des entreprises de portefeuille de l'État, 6 qui seront mis sous haute surveillance financière, y compris la GECAMIN. Quand vous dites haute surveillance... Haute surveillance, c'est-à-dire nous allons veiller chaque jour au peine fin toutes les opérations. Parce que nous voulons que les mandataires publics s'imprègnent aujourd'hui de la bonne gouvernance pour donner la chance à notre pays de se relever. Il faut que les entreprises de l'État se relèvent. Et pour que ces entreprises se relèvent, il faudra que nous puissions barrer la route à la prédation en ce qui concerne les avantages injustifiés, en ce qui concerne les faux fournisseurs, en ce qui concerne les surfacturations, pour laisser la place au paiement des salaires, pour laisser la place aux investissements, pour laisser la place au paiement des droits dus à l'État que ces entreprises ne payent pas. Donc nous serons là pour marquer la présence de contrôle, implémenter la bonne gouvernance. Il y a également dans le même cadre de ces déploiements des provinces qui seront mis sous haute surveillance. Je parle de haute surveillance. Combien de provinces? Il y a la province de l'Équateur où il y a trop de problèmes. Il faudra mettre ça sous haute surveillance. Nous pensons que les gens s'entretuent, les gens se disputent pour l'argent. Uniquement la province de l'Équateur ou principalement la province? Il y a des provinces, j'ai dit il y a 7 provinces. Je peux citer la province de l'Équateur, la province de Kwilu, la province du nord, du sud Kivu, et la province du Congo central, la province de Lualaba, la ville de Kinshasa, la province du Haut-Katanga. Nous avons des provinces qui ont été contrôlées, dont on a relevé des faits, et maintenant nous ne pouvons pas lever l'encre. Nous devons mettre ces provinces sous haute surveillance. Donc vous allez co-gérer ces provinces avec les... Nous ne co-gérons pas. Il ne faut pas qu'il y ait une confusion, parce que dans les contrôles, il y a les contrôles a posteriori, il y a les contrôles concomitants et les contrôles a priori. Vous savez, sous d'autres sièges, quand les mauvaises mœurs atteignent des niveaux trop élevés, on met en place un contrôle a priori. Je vais vous expliquer une chose. De janvier à avril 2021, quand le gouvernement Ilunga Ilunkamba était démissionnaire, mais par décision de la présidence de la République, nous sommes intervenus pour donner un visa à toute dépense sur le compte général du Trésor. C'était un contrôle a priori. Tous les OP qui venaient à la Banque centrale ne pouvaient pas être payés si nous ne donnons pas un avis. C'est encore le cas aujourd'hui? Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un gouvernement responsable qui est en train de gérer les affaires de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut sortir de l'argent ou de l'argent peut sortir de la BCC sans que vous en soyez informés? Je vais arriver. J'ai parlé
des provinces, mais il y a aussi les comptes généraux du Trésor et la chaîne de la dépense que nous mettons sous surveillance. C'est-à-dire, nous avons 10 inspecteurs qui vont se déployer au niveau de la chaîne de la dépense pour surveiller les opérations d'engagement et de liquidation de la dépense publique. Et au niveau de la Banque centrale, pour regarder tous les paiements qui sont faits, généralement les mises à disposition des fonds, afin de détecter des paiements pour lesquels nous devons chercher à avoir la réalité de ces dépenses. Nous allons faire ce travail-là. Le compte général du Trésor est mis sous haute surveillance. Je voudrais terminer avec les déploiements que nous sommes en train de faire. Il y a les déploiements importants que nous allons faire parce que nous avons un budget aujourd'hui très important. Nous allons faire un déploiement aussi très important au niveau des régies pour accompagner les régies, les appuyer et également les encadrer dans la mobilisation des recettes. Il y a un défi important. Nous allons faire ce travail. Il y a aussi un travail important que nous allons faire, l'accompagnement du projet de développement à la base des 145 territoires. Nous devons accompagner ces projets. J'attends, il y a des bruits déjà, des gens de mauvaises langues, des gens de l'intoxication, de la diabolisation qui commencent à parler. C'est un projet noble, c'est un projet important pour la République démocratique du Congo. Ce projet aujourd'hui, il a la phase de conception, il y a des comités de pilotage qui sont en train de parfaire les projets avant qu'on passe à l'exécution. Nous, l'inspection générale des finances, notre rôle serait d'accompagner ces projets. Dès lors qu'on va donner les go, nous allons accompagner ces projets pour que tout ce qui sortirait dans le cadre de ces projets puisse être matérialisé par des œuvres telles que son Excellence, Monsieur le Président de la République le veut. Enfin, je vais terminer par certains opérateurs économiques qui seront vérifiés en matière de paiement d'impôts et taxes. Parce que nous avions opérateurs privés. Oui, c'est notre compétence. Ces compétences ont été aujourd'hui, sont dans les textes, et puis le Conseil d'État a donné un avis sur les compétences de l'inspection générale des finances en matière de comptes et vérification. Il n'y a plus d'équivoque. Donc, il y a un certain nombre d'opérateurs économiques qui ont été dénoncés pour des faits de fraude. Il y en a qui ont été contre-vérifiés en 2021. Le chef de service adjoint vous a dit, nous avions dû récupérer 15 millions de dollars. On ne l'a pas dit. Et il y a d'autres, faute de temps, on ne l'a pas fait. Nous allons le faire cette année. Il faut qu'on récupère ces droits dits à l'État. Voilà, donc il y a une machine que nous allons mettre en place la semaine prochaine. 130 inspecteurs qui vont se déployer sur l'ensemble du territoire national pour implémenter la bonne gouvernance, pour dissuader les prédateurs, pour mettre de l'ordre dans les finances publiques et pour encadrer les points qui méritent d'être encadrés. Merci beaucoup, M. Gilles Alingueté. Dernière question peut-être. Justement, dernière question, c'est par rapport à vous. Oui. L'IGF a une quotité sur toutes les recettes qu'enregistrent les régies financières ou en tout cas le trésor public. Vous avez une quotité, je crois, de 0,5%. Ça vous fait plusieurs millions de dollars à gérer sur l'année. Qui vous contrôle, vous ? Jules Alinguete est lui qui donne toujours des leçons, qui pointe du doigt les mauvais gestionnaires. Qui le contrôle lui-même ? Je voudrais, sur ce point-là, commencer par vous dire une chose. C'est très important. Depuis que la lutte contre l'impunité déclenchée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, donne des fruits, nous constatons de plus en plus certains politiciens en mal de positionnement. Certains ONG qui ont été déçus parce que nous ne les avons pas accompagnés dans leur basse besogne. Quand ils s'attaquent à l'action du gouvernement ou à l'action du chef de l'État, ils intègrent l'inspection générale des finances pour tenter de jeter un discrédit. Ils vont échouer parce que l'inspection générale des finances travaille selon les normes. Je voudrais que vous sachiez qu'on ne peut pas s'engager dans la lutte contre les détournements sans que les moyens soient mis à la disposition de ces personnes-là. C'est important. Je vous pose la question, bien que tous ces chiffres-là, c'est faux, je peux vous dire, en 2021... Oui, jusqu'en octobre 2021, oui. Vous avez bénéficié de 26 millions de dollars américains et en octobre 2022, vous bénéficierez d'un fonds spécial d'intervention évalué à 35 millions de dollars américains. Faux sur toute la ligne. Allez consulter. C'est l'ODEP qui a publié ces rapports. C'est faux. Et sur toute la ligne. Je ne vais pas faire de débat avec ce genre d'histoire. Je vous dis faux. Les comptes sont là. L'inspection générale des finances bénéficie de 10% des rétrocessions accordées aux régies. Voilà les textes. Donc, ce que les régies financières ont
l'inspection générale des finances n'a que 10%. Donc, si vous voulez comprendre ce que nous avions eu, attends que je termine. C'est en termes de millions de dollars américains. Attends, je vais vous donner des chiffres. Ma question était de savoir... Oui, allez-y. Je vais vous donner des chiffres. Mais tout en répondant à ma question, qui vous contrôle, vous? Je vais vous donner des chiffres. Vous gérez des millions de dollars sur l'année, qui vous contrôle, Je vais vous donner des chiffres. Donc, l'inspection générale des finances bénéficie de 10% de la rétrocession reconnue aux régies. Donc, nous n'avons qu'un dixième de ce qu'on donne aux régies pour faire fonctionner l'inspection. Et sur les 1 dixième, quand ça arrive, notez, 90% de cet argent est affecté à la motivation des inspecteurs de finances. 1 dixième, ça fait combien? Voilà, j'ai dit... Ça fait combien? Quand vous dites 1 dixième, vous semblez le minimiser. Ça fait combien en termes de chiffres? Voilà, je vais vraiment vous donner des chiffres. Parce que là, vous avez affaire presque à des aventuriers qui veulent distraire l'opinion. D'accord, donnez-nous les vrais chiffres. En 2021, vous avez reçu générale des finances, pour son fonctionnement et pour la motivation de son personnel et pour l'investissement, nous bénéficions de moins de 1,5 million les mois. Ils peuvent aller vérifier. Moins, ça veut dire quoi? Ça dit, ça varie parce que les recettes varient. D'accord. Ok, donc c'est en fonction du niveau des recettes. Mais on n'a jamais été au-delà de 1,5 million. Toujours au-delà de 1 million. Toujours pendant 11 mois, j'arrive. Pendant 11 mois, vous pouvez faire les calculs à quel niveau nous sommes. Et à la date d'aujourd'hui, je peux vous affirmer que l'inspection générale des finances dispose de près de la moitié des fonds mis à sa disposition en 2021 pour l'érection d'un bâtiment moderne de l'inspection générale des finances. Qui contrôle tous ces fonds? La comptabilité, à l'inspection générale des finances, nous avons un bureau comptable, le code 0557. Qui relève donc, de vous-même. ce bureau comptable est contrôlé tout d'abord par la comptabilité publique qui est à côté. Donc, ces comptables relèvent de la comptabilité publique qui les contrôle. Il y a les contrôleurs des finances qui contrôlent cette comptabilité. Il y a la Cour des comptes qui peut contrôler cette comptabilité. Donc, tout le monde a accès. J'invite ceux-là qui veulent faire ça, la comptabilité publique ou la Cour des comptes ou qui que ce soit, de venir à la première occasion, le bureau comptable 0555, vous allez voir les chiffres, vous allez les voir. Donc, nous sommes des donneurs de leçons et nous sommes arrangés pour être au maximum, le plus sérieux possible. Nous ne pouvons pas donner des leçons aux autres si nous-mêmes ne mettons pas de l'ordre. Voilà pourquoi d'ailleurs, nous ne pouvons pas lutter contre la corruption s'il n'y a pas d'intégrité à l'inspection générale des finances. Il y a des gens qui parlent. Permettez-moi, Christian, que je vous dise. Il y a des gens qui parlent. Nous étions face à des enjeux énormes. Vous n'imaginez pas les 20 mandataires que nous avions contrôlés, ce n'étaient pas des petits messieurs. Ce sont des gens qui ont brassé beaucoup d'argent dans ces pays. Nous avions contrôlé des membres du gouvernement. Il y a un membre du gouvernement qui peut me suivre. Il est arrivé dans mon bureau avec $100 000 dans ses poches. Et il y a un témoin aujourd'hui toujours au gouvernement qui peut témoigner. Toujours. Non, il n'est plus au gouvernement. Il y a un témoin qui peut témoigner. Il est aujourd'hui conseiller spécial du Premier ministre actuel. Dans mon bureau avec 100 000. Nous n'avons jamais pris ça. Donc, nous respectons. Nous avions tenu à ce qu'il y ait l'intégrité au niveau de l'inspection générale des finances. Comment voulez-vous les gens qui veulent aujourd'hui se lancer dans une campagne de dépenses ostentatoires pour l'inspection générale des finances? Comment voulez-vous engager les gens dans une lutte aussi dangereuse, une lutte aussi importante, que ces gens-là ne soient pas motivés? Voilà pourquoi 90% des ressources de l'inspection sont orientées à la motivation. Je vais terminer sur ce point-là de confusion, Christian, que les gens sont en train de distiller à l'opinion. Les gens ont vu des véhicules des inspecteurs. Non, on sait que vous avez pris. On sait que gens ont commencé à parler. On sait que vous avez pris des crédits. L'inspection générale des finances n'a jamais acheté des véhicules aux inspecteurs. Les inspecteurs, eux-mêmes, par leur salaire, ont contracté des crédits à la Robank qui leur a donné des crédits et ils ont acheté des véhicules. Ça, c'est un management. Voilà. Il y a les inspecteurs, mais il y a aussi les aviseurs. Vous avez dit que vous agissez beaucoup par dénonciation. Oui. Ces aviseurs, ils sont payés comment? Si vous les payez, comment est calculé le paiement de ce qu'il aurait dû? Lorsque quelqu'un a dénoncé et que nous vérifions les faits sont vrais, nous récupérons par la suite les produits de la dénonciation. Le principal est destiné au compte général du Trésor. Sur les pénalités, ça se partage 50% pour le compte général du Trésor, 50% pour les services qui ont récupéré l'argent, ainsi que les gens qui ont dénoncé. Donc, il y a dans les 50% une clé de répartition. Et cet argent, il est réparti sur l'ensemble des membres des services.
comme l'inspection générale des finances, nous sommes à 400. Donc, c'est les 400 personnes qui bénéficient de ça et la visère, Celui qui a dénoncé, il bénéficie des 20% de qui ces peut montants. ne pas être de l'IGF. Oui, il peut ne pas être de l'IGF, il bénéficie des 20% qui nous est donné comme rétribution. Comment dénoncer? Plusieurs auditeurs nous posent cette question-là. Comment dénoncer? Il faut dénoncer. Dénoncer premièrement. Par quel canal? Je vais y arriver. Dénoncer premièrement parce qu'il faut que la bonne gouvernance s'implante. Dénoncer deuxièmement parce qu'il faut que les prédateurs, les fraudeurs soient mis hors l'état de nuire. Parce que leurs actes entraînent la misère collective. Dénoncer également parce que nous devons tous ensemble mettre le pays sur la voie de la bonne gouvernance souhaitée par les chefs de l'État. Et comment dénoncer? Pour dénoncer, il faut écrire. Il faut donner les éléments des preuves. Et nous allons analyser. Si les preuves sont probantes, nous organisons une mission et nous maintenons le contact avec la visée. Et si nous récupérons les fonds, il aura droit à Pourquoi ces 20%. vous ne mettez pas des téléphones, des numéros verts? Parce que écrire pour un auditeur qui est dans les fins fonds du pays, ça sera difficile. Les gens qui dénoncent, ils doivent écrire, ils doivent donner les éléments, nous devons les identifier, leur donner les noms des codes, les protéger et faire le travail. Lorsqu'il y a les produits, on les appelle, ils ont leurs fruits. Ils doivent écrire, c'est vraiment obligatoire. Monsieur Batoubenga, Monsieur Alinguete, merci beaucoup d'avoir accepté pendant plus d'une heure. On avait prévu un peu moins d'une heure, on est au-delà de l'heure, sûrement dû aux questions à répétition de Thierry Kamoundi. Merci à vous d'avoir joué le jeu. Enfin, il ne s'agit pas d'un jeu. Quand on voit la manière à laquelle l'argent de la République est géré, vous gardez espoir que ça aille mieux un jour? Vous allez me dire oui. Non. Oublions cette question. J'oublie cette question. Vous allez me dire oui, parce que vous travaillez pour ça. Je vais me donner une image. L'image. On dit souvent, il ne faut pas se plaindre de l'obscurité, il faut allumer une bougie. L'inspection générale des finances a allumé une bougie. Et nous, notre ambition, c'est que cette bougie-là devienne une ampoule. Cette ampoule-là devienne le soleil qui va éclairer toute la République démocratique du Congo. Et le train étant lancé aujourd'hui, je ne pense pas que quelqu'un va éteindre cette bougie-là. Oui, mais la justice pourrait l'éteindre. La justice est en train de l'éteindre. Vous citez des noms, elle ne suit pas. Vous savez, la Bible dit la justice élève une nation. Dans cette nation, il y a des gens qui, nuit et jour, demandent à l'Éternel à ce que la justice soit restaurée. Ils crient. Et lorsque l'Éternel agrée les voix d'un homme, la Bible dit, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ça dit que si à la justice, il y a des gens qui ne veulent pas changer, ceux qui sont en train d'implorer la grâce de l'Éternel, ces gens-là vont partir. La justice sera restaurée. On attendra que Dieu les punisse. Non, en tout cas, la Bible dit, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Moi, ce que je sais, la justice élève une nation. Il y a des gens qui prient pour que cela change et cela va changer. Moi, je suis confiant. J'ai l'impression d'être dans un cours de religion. Vous espérez que le Saint-Esprit descende sur ce pays et change les gens? Alors qu'il y a des textes. Thierry, moi, ce que je veux que vous puissiez retenir avec Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République, la prédation n'a plus de chance. Je les invite à renoncer. Le combat sera âpre, mais ils seront repoussés. Ils peuvent croire qu'ils ont marqué un point. Ils recevront 10 coups au moment où s'attendent les moins. Ils doivent reculer. La prédation n'a plus de chance. Et les Congolais, nous sommes en train d'organiser des séances d'échanges citoyens pour que ce travail de la lutte contre l'impunité soit une appropriation collective. Les Congolais ne laisseront plus un autre Congolais se croire au-dessus de tout le monde et faire la prédation. Ils n'auront plus de chance. Et je vous dis même, c'est là que nous avions inquiété, qui sont même libres aujourd'hui. Si on les remettait demain aux affaires, j'ai parié qu'ils ne feront plus. Parce que nous sommes là, on veille sur eux. Le plus important que vous devez retenir, la prédation n'a plus d'avenir. Avec les présidents de la République actuelle, ils doivent changer de méthode. Ils doivent se reconvertir vers d'autres activités. Sinon, ils auront des chantiers qui vont
rester à cet état-là. Et ils seront dans des confusions. Nous sommes là, nous allons travailler pour ça. Ainsi soit-il, j'ai envie de dire. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Merci Thierry Kambundi. L'édition spéciale IGF se termine ici. Vous la retrouvez en rediffusion cette nuit, mais aussi demain matin. Une rediffusion qui n'a pas été annoncée, demain à 7h, ainsi qu'après le journal de 13h. L'actualité continue sur Top Congo. Merci à vous et à très bientôt. À la présidence, au Parlement, dans les ministères, dans les provinces et dans les entreprises, 84 entités ont été contrôlées en 2021 par l'IGF. Pour quel bilan? Édition spéciale ce vendredi 21 janvier 19h30 avec le chef de service Jules Alingueté. Qui ont été les bons et mauvais gestionnaires en 2021? Quelles seront les entités sous surveillance en 2022? Édition spéciale ce soir, après le journal de 19h, rediffusion vendredi minuit, samedi, après le journal de 13h.